Bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Et ouais, retour aux sources, aujourd'hui j'ai testé pour vous le eShine E220S ou le MD500 Little Bird. Et merci à Banggood de m'avoir envoyé ce petit joujou pour un nouveau test en extérieur, même si c'est pas vraiment la période idéale. Vous fiez pas au champ tout vert magnifique, c'est de la bouillasse. Donc bon, on va patauger un petit peu, mais j'espère qu'on va s'en sortir. Donc petit hélicoptère, petit, pas si petit que ça, hein, fait pratiquement 50 cm de long. Et vous le savez, ce sont des hélicos qui sont super assistés. Ça permet d'avoir les plaisirs du pilotage sans avoir les inconvénients de l'apprentissage, des chutes, des casses, etc. Même si là, bien sûr, vous allez pouvoir le casser si vous faites n'importe quoi. Donc, je vous recommande de suivre mes petites instructions pour bien utiliser ce petit engin. Donc, juste avant de passer aux choses sérieuses, je vous envoie l'unboxing avec une petite description. Vous en saurez un petit peu plus et on se retrouve ici juste après. Alors, découvrons ensemble cette petite mallette diplomatique. Ah, belle finition, hein. Joli petit rack. Tac, tac. On a un petit manuel, malheureusement, tout en anglais. Mais comme je dis souvent, une fois que vous aurez vu la vidéo, vous n'en aurez plus besoin. Un petit transfo avec un adaptateur ici, Europe, qui va faire fonctionner ce petit chargeur testeur 2 et 3S, 1000 et 1500 mAh, et qui permettra de recharger les batteries en environ 70 minutes. Avec, on a notre petit adaptateur, on va pouvoir l'utiliser également si on a un chargeur LiPo. Donc on va tout de suite le connecter. Sur le 3S bien sûr, ici la prise XT30 ne servira pas. Donc voici des batteries LiPo, ce sont des smart batteries intelligentes, donc 11 volts 1 en 3500 mAh. On va pouvoir les allumer ici directement en maintenant le bouton et vous avez le taux de batterie. Juste en dessous, on a une petite prise 5 volts si on veut brancher par exemple un éclairage, une lampe sur l'hélicoptère ou une petite caméra FPV. Ici, l'éclipse de fixation. Je peux l'éteindre. Et comme je vous l'ai dit, ce chargeur fait également testeur, donc je n'ai plus qu'à brancher la batterie sur son support. Et là, on va voir les informations. Donc 12 volts 6 au total. Et chaque cellule, 4 volts 20, 4 volts 20, 4 volts 20. Je précise que j'ai rechargé les batteries avec le chargeur, donc il est plutôt précis. J'ai testé sur un chargeur à moi et on est plutôt pas mal. Donc moi, c'est le pack avec 3 batteries. Donc voici la deuxième et la troisième est dans l'hélico. En accessoire, on va avoir 5 pales de rechange, carbone et nylon, profilé et 5 pales qui va permettre d'avoir un peu plus d'autonomie et une très bonne portance. On aura également un rotor de queue supplémentaire, 2 petits stickers et des petits accessoires qu'on va devoir installer. On a également les petits tournevis fournis pour pouvoir monter les accessoires. Et enfin, et oui, c'est pas terminé, le train d'atterrissage qu'il va falloir fixer sur l'hélicoptère. Donc plastique nylon également, super résistant, vous connaissez le matériau. Donc radiocommande 8 canaux, bidirectionnelle, ça veut dire qu'elle va envoyer les informations mais également en recevoir. Elle fonctionne avec 4 piles LR06, vous savez ce que c'est que des piles LR06. On a le bouton ici de mise en route. Elle va pouvoir fonctionner en mode 1 ou en mode 2 et pour ça, il vous suffit à l'allumage de maintenir le bouton mode et vous l'allumez. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on était en mode 2 et on vient de passer en mode 1. Moi, je l'utilise en mode 2. Ce petit bouton sert à binder l'appareil. Alors quand vous le recevrez, il sera bindé bien sûr, mais sinon, vous maintenez ce bouton-là et vous allumez et la radiocommande se mettra en mode bind. Donc pas mal de petites infos sur l'écran, écran LCD haute résolution, donc très très propre avec les niveaux de chaque manche bien sûr. Et les informations sur la batterie de l'hélicoptère, la batterie de la radiocommande. Ici, on aura le symbole du RTH et également les informations du GPS, la vitesse, la distance, etc. Donc plutôt bien complète. Donc les joysticks ne sont pas des gimbal all, mais assez sensibles et ils tombent bien en main, que ce soit pour le pouce ou pour la pince. Ici, les boutons de trim, mais vous verrez qu'on n'en aura pas spécialement besoin. Throttle, rotation en mode 2 et translation droite, gauche et avant, arrière. On a 4 switches, donc un switch ici, qui va permettre de faire des figures, donc figure en 8 ou figure en cercle. Ici, 2 modes de vol, donc automatique ou manuel. On testera ça en vol. Celui-ci sert à débloquer les moteurs. Pour le mettre en route, on maintient les 2 joysticks à l'opposé en bas. Sur celui-ci, vous avez le vol avec le GPS. Tout en haut, le vol avec flux optique simplement si vous voulez voler en indoor par exemple ou que vous n'avez pas les satellites. Et donc là, il fonctionnera avec le lidar et le positionnement optique. Et enfin, tout en bas, c'est le RTH, le retour à la maison. Donc 2 antennes plates qu'il faudra penser à orienter
vers l'appareil. Vous savez comment ça fonctionne, c'est beaucoup mieux pour avoir une bonne transmission. Donc normalement jusqu'à environ 350 mètres de portée. Mais rassurez-vous, si vous dépassez la portée, que vous perdez la connexion, le RTH est automatique. Et pareil, en fin de batterie, RTH automatique. À tester. Les deux dernières manipulations, c'est le calibrage du gyroscope, et pour ça, il va falloir mettre les deux sticks à l'opposé, un en haut, un en bas, si vous êtes en mode 2, bien sûr. En mode 1, il faudra faire l'inverse, et la calibration du compas, ensuite, c'est l'inverse, vers le bas et vers le haut ici, quand vous êtes connecté à l'hélico. Belle petite radiocommande. Bout de mousse, le voici, ce MD500. Il est superbe. Les détails sont vraiment impressionnants sur cet appareil. Donc là, bien sûr, il manque le train d'atterrissage et les accessoires. Mais il est tout monté, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a deux portes ici qui peuvent s'ouvrir avec des petits loquets. Et si vous regardez, on voit même qu'à l'intérieur, on a le tableau de bord, le petit siège, etc. Les joysticks, c'est vraiment super bien fini. Et là, on verrouille. Et on a également possibilité d'ouvrir les portes arrière pour avoir accès au moteur et au rotor tout simplement. Donc ça, bien sûr, des deux côtés, on va pouvoir ouvrir les 4 portières. Donc il est donné pour une structure optimisée, résistante, moulage par injection à chaud, donc bonne élasticité normalement et bonne résistance au choc. On sent que c'est du bon matériel quand on l'a entre les mains. On n'est vraiment pas sur du plastique cheap. La LED principale ici qui nous donne les informations de statut, et on va voir également les petites LED obligatoire sur les appareils. Est-ce qu'on en a une? Oui, on en a une également sur l'arrière ici. Le diamètre du rotor complet est de 437 mm. La longueur du corps est de 485 mm, pratiquement 50 cm. Et la hauteur est de 19,6 cm. Pour un poids total de 700 grammes en vol. Donc moteur brushless 4306 en 560 kV. Bien sûr, le rotor et le support sont en CNC, donc c'est très résistant. On n'a que les petites biellettes ici qui sont en plastique nylon. Et pour le rotor, on a également un petit moteur brushless. C'est un 1304 en 4200 kV. Donc joli cockpit, avec que des vitres transparentes. C'est magnifique. On a l'impression qu'elles sont noires là, mais non, elles sont bien transparentes. Vous le verrez tout à l'heure. On voit en dessous les capteurs. Vous avez le lidar, le TOF, le positionnement optique. Bien sûr, à l'intérieur, le module GPS et les batteries. On déclipse ici, tout simplement, et ensuite on a une petite languette là pour pouvoir attraper la batterie qui va venir se positionner ici. Donc on voit bien ici là cet énorme moteur pour le rotor principal. Donc on replace la batterie, elle s'insère parfaitement et elle se clipse en force. Pensez bien à repousser les petites languettes pour être sûr d'être bien verrouillé. Et voilà, notre petit engin avec la petite Gatling, avec les leurres, avec les petits missiles. Allez, ferme la porte, il y a des courants d'air. Allez, on vole! Bon, le voilà, ce petit joujou. Et ouais, vous savez, il me sert à tout, ce sac. Le voilà, ce fameux petit joujou, ce MD500 Little Bird. Ouais, quel beau jouet. On va voir l'utilité des 5 pales, apparemment plus réactifs, meilleure portée, meilleure endurance. Et surtout, on va voir si les assistances fonctionnent bien. C'est ce qui m'intéresse avec ce petit hélico, parce que ça permet de voler justement quand il y a un petit peu de vent, comme aujourd'hui. Et surtout quand on n'est pas super doué en pilotage hélico, qui demande énormément de travail. Bon, on va tout de suite parler des choses qui fâchent. Son tarif, il est proposé sur Banggood à 476 € avec une batterie, 523 € avec 2 batteries et 545 € avec 3 batteries. Et vous pouvez l'avoir en 2 coloris différents, soit le vert armé comme le mien, soit rouge et blanc. Et j'ai jeté un petit œil, on a également les pièces disponibles. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, bah écoutez, on va se mettre en route, je vais vous expliquer le reste en volant. Ce sera bien plus sympathique. Bon, c'est mon premier vol, c'est mon premier décollage. Donc je vous conseille d'allumer d'abord la radiocommande. Je vérifie que je suis bien ici en mode GPS, là moteur verrouillé, ici en automatique parce qu'en manuel on désactive tout simplement toutes les assistances. Donc allons-y pour allumer l'hélico. Je maintiens appuyé. Tac.
Maintenant, je le pose bien à plat, le plus à plat possible, ça va pas être évident ici. Et là, il va commencer à s'initialiser et à chercher les satellites, bien évidemment. Donc, lumière verte, c'est qu'il est en train de chercher les satellites, ça clignote, j'espère que vous le verrez à l'image. Mais on va tout de suite faire une calibration. Alors, on va calibrer d'abord le gyroscope. Donc, on pousse en haut ici et en bas. Regardez, voilà, on a eu la calibration du gyro qui s'est fait. Et maintenant, on va peut-être se faire une petite calibration géomagnétique, la calibration du compas. On maintient à l'inverse, ici, et là, ça clignote rapidement en blanc. Donc je prends l'hélico et je vais le faire tourner sur lui-même, tout simplement, ici, jusqu'à ce que ça change de flash. Voilà, j'ai eu un bip, donc maintenant, je le mets dans ce sens-là et je le fais tourner dans l'autre sens, tout simplement. Et là, ça clignote en vert. Et c'est en vert fixe. Donc, nous sommes prêts. Bon, bah jusque-là, tout va bien, j'ai envie de dire. Pourvu que ça dure. Donc, bien sûr, je me recule. Je mets quelques mètres entre lui et moi dans un premier temps parce qu'on ne sait jamais. Soyez toujours extrêmement prudents. Et pareil, délimitez une zone où personne ne va pouvoir s'approcher pendant que vous volez. On va déverrouiller ici. Et maintenant, on va pouvoir armer, tout simplement. Wouh, c'est parti! Bon, je pousse vers le haut. Ah, il est lent, il est très très lent, les commandes sont très très lentes au départ. Ah, c'est normal, hein, on est en vitesse 1 ici, donc on peut changer en appuyant une seule fois, height et low. Et donc là, vous voyez sa stabilisation. Le vent s'est calmé un petit peu, mais c'est quand même plutôt fortiche, regardez ça. Ah, c'est propre, hein. J'arrête de bouger, je vais vous le mettre avec la manche à air et j'arrête de bouger. Regardez, sa stabilisation, c'est plutôt sympa. On va commencer par une petite rotation. Rotation gauche à vitesse lente, toc. Petite translation, droite. Toujours la même vitesse. Je pousse à fond sur les manches. Donc là, c'est assez lent. Hop, vous voyez, je me recule un petit peu. On va passer en vitesse haute pour voir. Tac. Donc rotation. Non, la rotation ne change pas énormément. Donc ça, je pense que ce sera plutôt pour le mode manuel. Ouais, vous voyez, les translations sont toujours à la même vitesse. Alors, on prend un peu d'altitude, légèrement. Hop, et on pousse en avant. On va commencer la balade. Pour voir s'il ne perd pas d'altitude. Alors, rotation gauche. Ah, on voit bien, le petit LED à l'avant, je ne l'avais pas vu celui-là. On a bien le petit LED à l'avant, le LED vert à droite, le LED rouge à gauche. Et le petit LED sur la queue, qu'on voit beaucoup moins. Mais j'aime beaucoup ce petit LED à l'avant, là, hop, comme ça. Voilà, on le voit super bien. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais en tout cas, ça permet vraiment de savoir que l'hélico nous fait face. Et ça, c'est super pratique pour le pilotage. C'est cool. Yes, allez, je pousse à fond. Et voilà la vitesse max qu'on aura en mode GPS, en mode tout assisté. Et l'avantage, c'est que voilà, si je perds le contrôle, hop, je lâche tout. Et l'appareil se fixe. Et on entend les petites modulations du son par rapport au vent qui passe. Ok, donc plutôt pas mal. Tiens, on va tester les petits modes. Le mode en 8 et le mode circle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le placer ici face à nous. Je vais prendre de l'espace par rapport aux arbres. Voilà, ici. Et on va voir si le mode circle, le mode centre, c'est le point exact là où il est, le centre de son. Ouais, là il recule. C'est ça, il a reculé de, on va dire, entre 5-6 mètres, j'ai l'impression. Et là, il fait un circle par rapport au point sur lequel il était au moment où je l'ai activé. Ok, est-ce qu'on peut varier l'altitude? Oui, je le fais descendre et il continue à tourner. Ok, et est-ce qu'on peut varier la rotation? Non, la rotation ne change pas. Ah, un petit peu. Si, la rotation change un petit peu, mais il revient de force. Ok, est-ce que je peux reculer pour élargir le cercle?
Ah, j'ai pas l'impression, je pense que ça s'est arrêté. Là, si je relance un cercle, ici, tac, il se replace. Et si je recule, ça termine le cercle. Ouais, il s'arrête automatiquement. Très bien, donc on peut juste modifier l'altitude pendant les petites figures. On va se faire le 8 maintenant, on va le mettre en face de nous et je pousse vers le haut, tac, pour faire le 8. Donc là, il s'écarte. Donc il est toujours en nose-in, tac, ok. Donc il fait une boucle comme ça et une boucle comme ça. Vous voyez, il termine. Nose-in, ça veut dire toujours la tête en avant. Et là, il fait sa deuxième boucle. Ok. Et là, c'est pareil, je pense que dès que je touche, donc on peut toujours varier l'altitude, mais dès que je touche au stick de commande, celui de droite, ça arrête la figure. Eh ben, c'est pas mal, hein. Bon, on va le pousser un petit peu et on va lui faire son premier RTH. Alors les RTH changent en fonction si vous êtes à plus de 25 mètres ou à moins de 25 mètres. Hop, ici sur la radio, on voit qu'on est à 11 mètres d'altitude et à 43 mètres de distance. Donc je déclenche le RTH. Tac. Donc normalement, il devrait se tourner, pointer le nez vers nous. Voilà, c'est ce qui se passe. La télécommande bip. À tout moment, je m'apprête à récupérer le contrôle si jamais ça ne va pas. Donc, il y a juste à replacer en GPS, hein, bien sûr. Donc là, il est revenu vers nous. Il se replace en position de décollage. Et là, il attaque la descente. C'est là qu'il faut que je fasse attention. Je vais peut-être l'arrêter juste avant qu'il atterrisse. Normalement, il atterrit et il coupe ses moteurs. Et là, vous voyez, je ne suis pas tout à fait au-dessus. Je peux le diriger. Hop là, j'arrête le retour. Juste pour le positionner un petit peu mieux. Mais c'était pas mal, hein. On était à 50 cm du tapis à peine. Donc là, je le replace. Je peux descendre. Et je peux même faire un atterrissage automatique en cliquant ici. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à le diriger. Et normalement, il s'arrête et il coupe les moteurs. En cas de besoin, vous pouvez toujours couper ici toutes les fonctions. Eh ben c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, je vous ai dit, il y a le RTH quand on l'active soi-même. Vous avez le RTH si jamais il n'y a pas suffisamment de batterie. Et vous avez le RTH si on perd la connexion. On va tenter ça tout de suite. Je redémarre, je déverrouille, toujours en mode GPS ici. Je déverrouille et j'arme. C'est parfait, je pousse. Ouais, ça va, le décollage est vraiment stable. Alors, on va le pousser. On va rester à une altitude moyenne. On va être à une 20-25 mètres. Donc, on est à 50 mètres de distance et 6 mètres d'altitude. Hop, 8, 9, 10 mètres d'altitude. Ok. Donc, il y a une chose que j'aime bien faire, malgré tout, c'est la perte de connexion. Je coupe la radiocommande. Et je regarde mon hélico. Il a perdu la connexion. Que va-t-il faire? Ah, il bouge. Ça fait plaisir. Il pointe le nez vers moi. Et il revient. Donc là, je peux rallumer la radiocommande. Ça a l'air de bien se passer. Ok. Et il attaque sa descente pour se poser. C'est parfait. Je récupère le contrôle. Paf! Nickel. Donc RTH en cas de perte de contrôle validé. Alors au niveau du RTH en cas de fin de batterie, il y a deux alternatives je crois. Si vous êtes à plus de 25 mètres, il va revenir dans un cercle de 25 mètres près de vous et vous pourrez le piloter dans les 25 mètres. Et si on est à la deuxième alerte batterie, là par contre il fera un RTH. Mais si vous êtes dans les 25 mètres du point de décollage, il se posera automatiquement. Donc deux alertes de batterie. Là, alors c'est pareil, hein, batterie intelligente, c'est plus vous allez loin et plus il va anticiper le retour. 115 mètres de distance et 22 mètres d'altitude. Et on a même l'orientation ici. Nord, sud, est, ouest. Voyez, quand j'oriente au nord, je sais que j'ai la queue vers moi et que je m'éloigne. Donc ça aussi, ça peut être un truc pour vous repérer. Voyez, je vais m'orienter, hop,
Là, à l'ouest. Tac, donc là, il va partir à gauche. Allez, si vous êtes perdu, ça peut vraiment servir aussi. Hop, je veux faire demi-tour. Hop, je regarde ma radiocommande, je tourne. Et là, je l'oriente à l'est, je pousse en avant. Et là, il va sur la droite. Ouais, ça va, c'est plutôt pas mal étudié. Ah, ça y est, j'ai eu une première alerte batterie ici. Donc normalement, comme je vous l'ai dit, il devrait ramener l'appareil dans les 25 mètres. Là, on est à 56 mètres. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il se rapproche et on arrive à 25 mètres et il s'arrête net. Ok, 23 mètres. Donc on est dans le géofence. C'est ce qu'on appelle un géofence, hein. C'est une barrière. Et là, vous voyez, le nez clignote à l'avant. Donc ça veut dire qu'on a eu la première alerte batterie. Et à la deuxième alerte, il va clignoter 2 fois plus vite. Donc là, normalement, je ne peux plus dépasser les 25 mètres de distance. Regardez, je pousse en avant. Toc, et il s'arrête automatiquement. Il est bloqué à 25-26 mètres. Yes, pas mal. Donc, si je fais RTH maintenant, est-ce qu'il va revenir encore? Ou est-ce que c'est à la deuxième alerte batterie qu'il va se poser? Non, là il estime qu'il a suffisamment de batterie pour rentrer. Donc il revient en position au-dessus de moi. Il devrait remettre le nez dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Ok, et il attaque la descente. Et là je vais couper le GPS encore, je pense. Je peux le diriger, ouais, je peux le diriger un petit peu. Il était à 1 mètre du tapis. Là! Et je coupe tout, tiens. Hop là! Pour l'instant, tout va bien. Alors, on va tester maintenant le mode positionnement optique tout en haut. Donc là, c'est si on n'a pas beaucoup de GPS. Et on va voir s'il se stabilise bien avec le lidar, tout simplement. Je déverrouille et j'arme. Donc là, on décolle. C'est parti. Tac, je lâche tout. Et comme vous pouvez le voir, là, je vais le mettre devant la manche à air. Ici. Et là, on est en positionnement optique et lidar, donc laser. Et il oscille un petit peu plus qu'avec le GPS. Mais le positionnement est plutôt correct, hein. Et donc là, on va l'avoir jusqu'à 6 mètres, le positionnement. Je reprends un peu d'altitude. Là, on est à 2 mètres d'altitude, ouais, c'est ça. Je pousse et je lâche. Il met un petit temps pour se stabiliser. En plus, ouais, en dessous, c'est que de l'herbe, donc il n'y a pas beaucoup de repères. Ok, mais il reste quand même pas mal stabilisé. Je suis en vitesse rapide, donc je mets en vitesse lente et je pousse. Là, et je lâche. Toc. Et là, il se stabilise sans aucun problème. Donc si je monte hop, à plus de 6 mètres, là on est à 6 mètres. Pour l'instant, j'ai toujours la stab et il redescend un petit peu. Alors, est-ce qu'il redescend pour avoir justement cette possibilité de se bloquer? Alors, est-ce que là, ça change les vitesses? Hop, je mets en vitesse rapide. Tac, translation droite. Translation gauche. Et je mets en vitesse lente. Ouais, ouais. Le penché change légèrement. On a une petite différence. Et je ne peux pas monter plus haut. Et voilà, en mode positionnement optique, il a une limite. Tout simplement. Eh ben, c'est plutôt pas mal ça. Donc ça, c'est bien aussi pour si vous volez en salle omnisport, hein. Mais c'est pas mal. Allez, donc je suis en vitesse rapide. Donc vitesse rapide, on est toujours en vol automatique, donc ça reste assez lent. Ça permet vraiment de se familiariser avec les commandes. Hop. Rotation, petite marche arrière, rotation arrière, hop. Ok, allez, on va passer en manuel. Donc là, tiens, je vais remettre en mode GPS. Vous voyez, là, je monte, hop, il va se bloquer, je passe en GPS, et là, il reprend son ascension. Son attention, t'as vu. On va tenter le manuel maintenant, donc le vent joue beaucoup là. Je passe en manuel, voyez, et tout de suite, ça part, il drift. Là. Alors, vitesse lente.
Ah bah la vitesse lente est déjà beaucoup plus rapide en mode manuel qu'en mode automatique. Ça change tout. Même les rotations. Ok. Vitesse rapide. Voilà. Rotation. Ouais, même la rotation est accélérée. Et là, le penché est complètement différent. Regardez, je me mets de profil. Hop. Et je pousse en avant. Et là, la vitesse, c'est même pas multiplié par 2. Hein. C'est beaucoup plus que ça. Yeah, très sympa. Et là, on peut perdre plus facilement de l'altitude. Hop, je lâche, je descends. Le petit nez. À tout moment, si je suis un peu perdu, je peux repasser en mode auto. Hop, et il se stabilise. Tout l'intérêt est là. Ah, je commence à prendre des gouttes. Non, faut pas qu'il pleuve. Donc ça, c'est vraiment top hein, pour se familiariser avec l'appareil. Là, je vais descendre, je vais repasser en mode manuel et je lui fais une grosse accélération juste devant nous. Le vent dans le dos en plus. Vous voyez, je perds de l'altitude là, hein, si je ne contrôle pas. Hop, virage serré. Mais grosse perte d'altitude, je suis obligé de repousser sur le stick des gaz. Excellent. Ah, j'adore. Yes. Et je resserre le virage. Allez, on descend. Je repasse en mode GPS. Hop! Et il me fait un RTH. Ah ouais, on a beaucoup moins de batterie. Alors, est-ce qu'il me fait un RTH ou est-ce qu'il me rapproche au Geofence de 25 mètres? Ouais, ça doit être ça, je pense. Ouais, c'est ça. Geofence. Ah ouais, ça consomme beaucoup plus hein, dès qu'on est en, en speed. Allez, on va refaire un RTH. Non, tiens, on va le poser en manuel. Allez. Alors, petit conseil pour le poser en manuel. Déjà, descendez. Voilà. Mettez la queue vers vous. Ici. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile de se repérer. On peut passer en vitesse lente. Et là, soit j'appuie sur le bouton d'atterrissage automatique, soit je baisse simplement les gaz. Ici, pour être sûr d'être au bon endroit. Là. Et je coupe tout. Alors attention, parce que quand vous touchez à ça, vous coupez non seulement le moteur, mais vous coupez aussi les cerveaux, vous coupez tout. C'est vraiment en cas d'urgence si jamais vous touchez des arbres ou autres et que vous voulez couper l'appareil. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit MD500 Little Bird? Le petit eShine E220S. Bah écoutez, déjà, j'ai rien perdu, je suis content. Bah, je ne l'ai pas craché, hein, vous avez vu, ça se manie plutôt bien, même si j'ai fait un peu le fifou en mode manuel. Mais faites vraiment attention parce que en mode manuel, c'est vraiment le jour et la nuit. Que ce soit au niveau vitesse ou pilotage, tout simplement. Et le vent joue énormément, même si c'est qu'une petite brise aujourd'hui. J'avais quelques petites rafales et bah, je peux vous dire que ça change beaucoup. Et pareil, besoin de maintenir l'altitude un petit peu plus dès que vous poussez fort en avant. Donc ouais, j'en suis super content. Niveau autonomie, on est pas mal, c'est respecté. Bien sûr, plus vous volez vite, plus vous volez puissant, moins vous aurez d'autonomie. Mais si vous faites des petits vols tranquilles, vous aurez au moins 14-15 minutes d'autonomie avec ces petites lipos. C'est vraiment pas mal. La finition est superbe. À ceux qui aiment les petites répliques, franchement, c'est super joli.
les petites lumières, la petite turbine, tout est là. Belle finition et bonne fonctionnalité, hyper sécurisant. Tout fonctionne, que ce soit le géofence, la distance, le machin, le RTH, tout ça, les petites figures. Voilà, c'est pas un truc pour faire des acrobaties, mais en tout cas, ça permet d'avoir de bonnes sensations si on ne connaît pas le pilotage de ce genre d'appareil. Voilà, que ce soit en GPS ou en lidar, TOF, etc., tout fonctionne parfaitement bien. Il est gavé de sécurité. Je ne le savais pas, mais avec le mode lidar, on est bridé sur l'altitude aussi pour qu'il puisse encore repérer le sol avec son positionnement. Donc ouais, vraiment gavé de sécurité, pas déçu, pas de souci à ce niveau-là. Qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? Bah écoutez, pas grand-chose. Si, il y a une chose que je lui reproche, c'est qu'une fois monté, on ne peut pas le remettre dans la boîte. Et ça, c'est navrant, parce que quand on veut se déplacer avec son hélico, à chaque fois, il faut démonter les trains d'atterrissage. Bon, bah ça va, c'est juste clipser les accessoires, ça s'enlève facilement. C'est pas la peine de les retirer pour gagner du poids, hein, ça fait 4 grammes en tout, je crois. Enfin bref, il a bien supporté le poids de la petite caméra, c'est la Action 2 que j'avais mis dedans. Donc ouais, il a bien supporté le poids. Ah, ça y est, il pleut, il y a des gouttes. Donc ouais, il a emmené. Ça m'a réduit le temps de vol d'environ 4-5 minutes. Je pense que j'ai dû voler 7-8 minutes en tout avec la caméra et en mode manuel, donc ça tartinait bien. Mais ouais, petite galère quand même de ne pas pouvoir le remettre dans la boîte une fois qu'on a volé tout comme ça. Il faut absolument démonter les trains d'atterrissage et c'est relou quoi. Donc niveau rapport qualité-prix, bah ouais, c'est un investissement, c'est clair. Mais je pense que c'est un investissement à long terme. Non seulement ça a la classe sur une étagère et à tout moment, vous le prenez, vous allez piloter, etc. Que ce soit en salle ou à l'extérieur. Vivement les beaux jours quand même. Donc ouais, c'est un investissement à long terme et je pense que, bon, bah, on serait à 100 € de moins, que ce serait une bonne affaire. Mais là, c'est vrai qu'il va falloir dépenser un peu plus de 450 € maintenant pour la taille de l'engin, la réplique que c'est et les fonctionnalités surtout. Je pense qu'on n'a pas un appareil bas de gamme, on est plutôt pas trop mal placé. Mais encore une fois, ça s'adresse vraiment aux amateurs. En tout cas, ce que je peux vous dire, moi, ça vous intéresse pas, peu m'importe si tu m'aimes, non, c'est pas ça. Tout dépend de votre portefeuille, de ce que vous aimez, c'est à vous de voir si l'engin est trop cher ou pas. Moi, je peux juste vous dire qu'il remplit son job, tout simplement. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, j'espère qu'on se refera très très vite des petites vidéos en extérieur comme ça, faire voler des machins, faire rouler des trucs. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Là, ça marche aussi. Soyez prudents. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao!